Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter comme d'habitude 2 histoires qui font bien flipper. Et mes amis, aujourd'hui c'est une vidéo très particulière. Pourquoi? Parce que c'est la première vidéo de 2026. Sachez que vous avez fait de mon année 2025 juste la meilleure sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Spotify, Instagram, etc. Vraiment, vous m'avez soutenu comme jamais, j'ai vécu des trucs incroyables. Et j'ai qu'une hâte, c'est de commencer 2026 et de voir ce qu'elle nous réserve. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent vers avril-mai et encore octobre, mais on a le temps de voir. En tout cas, tous mes vœux pour la nouvelle année, soyez juste heureux. Vraiment, je pourrais vous souhaiter mille et une choses, mais la principale pour moi, c'est d'être heureux. D'être dans une voie que vous aimez, de vous lever le matin en faisant quelque chose que vous appréciez. Et surtout, je dirais, c'est d'avoir un but dans la vie, d'avoir un objectif qu'on aimerait atteindre d'ici quelques années. En tout cas, moi, c'est ce qui me motive chaque jour et vraiment, d'avoir un but, c'est l'essence même de ma vie. Donc la meilleure chose que je peux vous souhaiter, c'est de trouver ce but, d'être heureux et d'être en bonne santé. En tout cas, je suis trop heureux de commencer une nouvelle année à vos côtés, c'est en tout cas pas la dernière. Et je me réjouis trop des semaines et des mois qui viennent. Voilà, je crois que je vous ai fait assez de blabla. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, comme ça on commence 2026 sur une bonne base. Et comme ça, on est toujours de plus en plus nombreux. Et moi, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez. Et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Elena. Elena, c'est une fille de 21 ans qui habite encore chez ses parents parce que, pour l'instant, ça l'arrange. Elle bosse pas assez pour prendre un appart et de toute façon, elle nous explique qu'elle n'en a pas vraiment envie. Elle nous explique que habiter chez ses parents, ne pas avoir de loyer ni même de courses à payer, c'est relativement confortable. Et elle n'a même pas à faire ses propres lessives, donc c'est le grand luxe. Ça, mes amis, je confirme, ça fait 1 an et demi que j'habite tout seul dans mon propre appartement. Il y a un truc que je ne supporte pas faire, c'est la lessive. Et je sais pourquoi, parce qu'en fait, vu que j'ai 2 chats, il y a des poils absolument partout. Et c'est juste impossible de les enlever. J'ai essayé des rouleaux, des brosses spéciales. Ils collent aux t-shirts et aux pulls, c'est une catastrophe. Donc Elena, sur ce coup-là, je peux la comprendre. Depuis quelques semaines, Elena, elle tourne un peu en rond dans sa chambre en cherchant un moyen de se faire un peu de sous pour l'été. Elle voudrait un truc assez simple, un truc qui lui donnerait pas envie de se jeter par la fenêtre au bout de 2 jours. Parce qu'en fait, elle a déjà de l'expérience, elle a déjà eu quelques jobs, mais elle a pas kiffé. Donc là, idéalement, elle aimerait bien un truc un peu fun où elle se sent libre et où elle gagne un peu de sous. Donc, normalement, ça devrait se trouver. Elena, elle regarde les sites où il y a des petites annonces, elle scrolle, elle lit, mais malheureusement, il y a rien qui l'inspire vraiment. Mais ça, c'est jusqu'au moment où elle tombe sur une espèce de colonie de vacances qui visiblement cherche une monitrice. Là, dans sa tête, ça fait directement tilt parce que quand elle était gamine, elle adorait ça. À chaque fois qu'elle partait en colonie, elle se disait que les moniteurs devaient vivre la meilleure vie du monde parce qu'ils faisaient du canoë la journée et qu'ils rigolaient absolument tout le temps. Du coup, elle se dit que ce serait peut-être l'occasion d'essayer et de voir ce que ça fait d'être de l'autre côté cette fois. Donc, notre amie, elle prend son courage à 2 mains, elle postule sans trop y croire, elle envoie une photo, ensuite elle remplit un questionnaire et dès le lendemain, elle reçoit un appel d'une femme très dynamique qui lui dit que voilà, elle a bien reçu sa candidature, qu'elle voudrait la rencontrer en visio pour un petit entretien. Du coup, notre amie Elena, elle accepte, elle se pose sur son lit et elle essaye d'avoir l'air un peu motivée et surtout réveillée parce que en fait, elle nous raconte que cette nuit-là, elle a dormi à peine 3h30, 4h. Et en fait, bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais elle nous explique que l'entretien, il dure à peine 15 minutes. On lui demande si elle aime les enfants, si elle sait rester calme même quand tout le monde crie et surtout pour encadrer des activités qui se passent à l'extérieur. Donc elle répond à toutes ces questions, l'entretien se termine et elle continue sa petite vie. Une semaine plus tard, on la rappelle pour lui dire que c'est bon, elle est acceptée et que cet été, elle va partir en colonie. Elena, elle est trop contente, elle saute partout dans le salon, elle prévient ses parents et elle leur dit papa, maman, voilà, cet été, je pars pendant 1 mois entier dans une colonie. Ça se situe à quelques heures de la maison et ça va me faire trop du bien. Évidemment, ses parents, ils sont trop contents, ils sont trop heureux pour elle. Parce que, en fait, ils voient bien que depuis quelques temps, elle s'emmerde grave. Ça commence limite à peser sur son moral parce qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir un poisson qui tourne en rond dans son bocal. Donc cette colonie, ça ne peut que lui faire du bien. Sa mère, comme n'importe quelle maman, elle lui dit il y a une condition pour que je te laisse partir, c'est que chaque soir, tu me donnes des nouvelles, que ce soit par pigeon voyageur, par appel ou par SMS, mais je veux que tu me tiennes au courant de comment ça se passe. Et surtout, sa mère, elle dit ça parce qu'ils connaissent un petit peu leur fille, ils savent qu'elle a tendance un peu à disparaître, et ce, pendant des jours, sans même donner de nouvelles à qui que ce soit, donc elle la prévient. Évidemment, vu qu'Elena, elle se réjouit beaucoup de cette colonie, le jour du départ, il arrive très très vite. La veille, elle prépare son sac, elle jette plein d'affaires en vrac, et au milieu de la nuit, elle va se coucher. Bon, inutile de vous préciser que la nuit est relativement courte, mais le lendemain, lorsqu'elle est réveillée, elle va dans son salon, elle est debout, avec son sac sur le dos, elle dit au revoir à ses parents et elle leur promet qu'elle va faire attention, qu'elle va pas grimper sur un rocher dangereux, ou encore moins se perdre dans les bois parce qu'elle sait que c'est exactement le genre de truc qui peut lui arriver, sans même qu'elle le fasse exprès. Son père lui dit que voilà, s'il y a le moins de soucis, il faut absolument qu'elle l'appelle et qu'ils viendront la chercher dès que possible. Elena lui répond le fameux « oui oui t'inquiète » et elle s'en va. Le trajet en train, elle nous raconte qu'il est extrêmement long et pendant la moitié, elle somnole. Elle regarde par la fenêtre sans vraiment voir quoi que ce soit et quand elle arrive enfin à destination, elle nous explique qu'il y a un minibus qui l'attend pour l'amener à la colonie. Donc on peut enfin dire que l'aventure
a commencé. Notre amie, elle nous dit que c'est un gars très grand, avec une grande moustache qui conduit et qui lui demande si elle est nouvelle monitrice. Donc elle confirme, elle lui dit oui, je suis nouvelle, c'est ma première fois. Le gars lui dit de monter et ils partent sur une route de forêt qui semble interminable. Plus ils avancent dans cette forêt, plus Elena se dit que cette colonie, elle est vraiment paumée. Il y a des arbres partout, il n'y a pas une maison à 2 km, il n'y a pas un bruit, mais elle se dit que, après tout, ça risque d'être reposant, qu'elle va enfin respirer de l'air frais, loin de tout, donc finalement, c'est bénef. Quand ils arrivent sur place, Elena descend du minibus et elle regarde autour d'elle. Alors, c'est un vieux centre qui n'est pas tout à fait neuf, mais pas délabré non plus. C'est un bâtiment qui a bien vécu, on va dire. Bref, là, on lui montre son dortoir, c'est une petite chambre individuelle avec un lit simple, un bureau, et une forêt assez glauque parce qu'elle donne sur la forêt. Mais bon, on s'en fout un peu pour le moment. Elle pose ses affaires, elle s'installe et elle se dit que ça y est, son été peut enfin commencer. Les premiers jours, elle nous explique que ça se passe plutôt bien, elle apprend les prénoms des enfants, elle rigole avec eux, et aussi elle découvre les règles du centre, parce que vu que c'est la première fois, elle ne les connaît pas, et globalement, l'ambiance est très cool entre les moniteurs et les enfants. Dès le premier repas, elle nous explique qu'elle remarque un gars qui est assis en face d'elle. Apparemment, c'est un moniteur qui a à peu près la trentaine et qui est visiblement en retrait par rapport aux autres. Il est pas très bavard, mais par contre, il garde toujours un œil sur notre amie Elena. Il lui sourit vite fait, mais c'est pas le sourire gentil du collègue qui est en mode bienvenue. C'est autre chose, un peu comme si... C'est un regard insistant, comme s'il voulait la draguer. Et donc, Elena, ça la met un peu mal à l'aise. Elle essaye de se rassurer en se disant que voilà, cette personne, elle ne la connaît pas encore, que peut-être c'est tout à fait normal, donc elle laisse passer. Sauf que le lendemain, elle le croise absolument partout. Que ce soit dans la file d'attente pour prendre le petit déjeuner, ou même pendant la répartition des activités, il vient se coller à elle. Et le soir, lorsque le, entre guillemets, chef de camp fait l'appel, lui, il fait exprès de se mettre pile devant elle. Mais bon, là, à nouveau, elle se dit que c'est peut-être une coïncidence, parce qu'ils sont pas non plus 50, mais au bout du 3e jour de camp, elle commence déjà à remarquer que ce type apparaît exactement aux endroits où elle va, comme s'il anticipait chacun de ses déplacements. Et petite particularité qui lui dit que c'est peut-être pas une coïncidence, c'est que ça n'arrive qu'avec ce moniteur. Et on est d'accord, parce que dans une colonie avec beaucoup d'enfants à gérer, il y a énormément de travail, on n'a pas le temps de faire la personne chelou à aller se coller à des collègues, donc... ça lui met gentiment la puce à l'oreille. Bon, c'est les premiers jours, donc Elena, elle essaye de ne pas se faire de film. Elle se dit qu'elle vient d'arriver et peut-être qu'il essaye de la tester ou je ne sais quoi. Donc, elle arrête de psychoter. Le soir, elle retourne dans sa chambre et à un moment, elle sourit en repensant aux enfants qui se sont battus avec des pistolets à eau. Et elle ne sait pas pourquoi, mais elle se tape une barre. À un moment, elle commence gentiment à s'endormir lorsque soudain, elle entend un bruit qui provient du couloir. C'est un pas, puis un autre, puis quelque chose qui gratte un peu contre le sol, un peu comme si quelqu'un traînait le pied de façon extrêmement bruyante. Et aussi, on va se le dire, de façon extrêmement chiante. Bon, premier réflexe, c'est qu'elle se dit que c'est un enfant qui va aux toilettes, donc elle s'en fout un petit peu, elle se rendort, sauf qu'à un moment, elle se lève elle-même pour aller aux toilettes. Elle ouvre sa porte, elle traverse le couloir, et là, elle voit ce fameux moniteur qui ouvre la sienne pile au moment où elle passe devant, comme s'il allait aussi sortir de la porte, sauf qu'il ne sort pas vraiment. Il reste à moitié dans l'ombre, juste assez pour la regarder passer, et il ne dit absolument rien. Elena, ça lui fout le malaise, elle passe devant, elle baisse les yeux, et elle sent son cœur qui se met à battre à 1000 à l'heure, parce que de 1, il lui fait très peur, de 2, c'est pas normal d'ouvrir sa porte de chambre quand quelqu'un passe devant, encore moins au milieu de la nuit, et en plus de ça, pour couronner le tout, elle nous raconte qu'il sent très mauvais. Quand elle revient des toilettes, sa porte à lui est encore un peu entrouverte. On dirait qu'il l'a pas refermée pour pouvoir la regarder passer. Donc Elena, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne regarde pas en sa direction et elle trace tout droit. Elle arrive dans sa chambre saine et sauve et elle se rendort. Elle nous explique que, mis à part cette situation un petit peu particulière, tout se passe bien dans la colonie. Elle commence à prendre ses marques, elle se lève très tôt pour aider les enfants et globalement, elle apprend comment fonctionne la vie en colonie. À ce moment-là, elle se dit que ça y est, elle va passer enfin un bel été. Sauf que, à partir du 4e jour, elle commence à remarquer un truc qui la dérange vraiment. C'est quelque chose de tellement subtil qu'elle se dit au début qu'elle se fait des films, sauf que plus les jours avancent, plus ça devient impossible d'ignorer ce qu'elle voit. Ce même moniteur, donc le gars chelou qu'elle a croisé plusieurs fois, eh bien, il est là absolument tout le temps. C'est même plus une façon de parler, c'est littéralement comme s'il a décidé de la coller et d'être exactement là où elle est à chaque instant. Bon, à partir de là, Elena nous explique que ça commence gentiment à lui casser les couilles, ce genre de choses, elle veut être libre, elle veut pas avoir la sensation d'être observée par quelqu'un ou que quelqu'un la surveille. Donc, ça commence un peu à chauffer. Elle nous raconte que le matin d'après, elle arrive dans la salle du petit déjeuner et il est là, assis à la table, juste derrière la sienne. Et à un moment, quand elle se lève pour aller chercher un verre d'eau, il se lève aussi. Quand elle change de place pour parler à une autre monitrice, il se rapproche pour écouter la conversation. Donc, on est d'accord, ça devient légèrement intrusif. Elena, elle n'arrive même pas à expliquer ce qu'elle ressent, mais c'est comme un poids, comme si elle devait toujours vérifier qu'il n'est pas là derrière elle, derrière son épaule. Et ça commence à l'emmerder. Un jour, pendant la répartition des groupes, elle voit le directeur du camp qui est en train de noter les équipes et comme
Comme par hasard, ce moniteur, il fait tout à chaque fois pour être dans la même équipe qu'elle. Il se rapproche du directeur en disant, ben voilà, moi il faudrait que je sois dans son équipe pour pouvoir l'aider parce qu'elle est nouvelle, ou ce genre de truc bullshit, et ça, Elena, elle s'en rend compte. Elle n'a pas envie de faire d'histoire, donc elle se contente simplement de sourire, mais au fond, ça commence vraiment à chauffer. Sur le terrain de jeu, quand les enfants s'amusent pendant l'activité, le gars il fait semblant d'aider, mais il passe plus de temps à la regarder elle plutôt qu'à surveiller les enfants. Ce soir-là, notre amie monte dans sa chambre, plus fatiguée que jamais. Elle ouvre la fenêtre pour laisser entrer un peu d'air frais, et elle se pose sur son lit pour se reposer. Au bout d'une dizaine de minutes, elle commence à somnoler, jusqu'à qu'elle entende des petits bruits très discrets. On dirait des pas, sauf que cette fois-ci, ils ne sont pas dans le couloir, mais ils sont pile devant sa fenêtre. Elle entend des petits craquements comme des bouts de bois qui craquent sous les pieds de quelqu'un, et à un moment, elle entend une voix qui appelle son prénom. Cette voix, on dirait qu'elle l'appelle pour qu'elle sorte. Du coup, elle est couchée dans son lit, elle est tétanisée, les yeux grands ouverts, et elle ose à peine bouger. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle se lève en vitesse, elle va immédiatement refermer sa fenêtre et elle tire le rideau. Elle en est persuadée, c'est l'autre moniteur qui est très chelou qui est devant sa fenêtre. Elle n'a aucune preuve, mais elle le sent vraiment au fond d'elle. Inutile de vous préciser que cette nuit-là, notre amie, elle a beaucoup de mal à dormir, parce que tout le long, elle entend des bruits qui sont juste en face de sa fenêtre. Elle voit des ombres, de choses passer, enfin, c'est particulier. Et vu qu'elle est à côté d'une forêt, elle ne sait pas si c'est des ombres qui se reflètent ou quoi, mais elle a un mauvais pressentiment. Le lendemain matin, elle n'a pas dormi de la nuit, elle est en full nuit blanche, mais elle ne dit rien à personne pour pas les inquiéter, et surtout, il risque probablement de la prendre pour une parano. Pendant l'activité du jour, c'est quelque chose d'assez artistique, donc elle doit être concentrée. Elle nous explique qu'il y a un moment où elle est tellement concentrée qu'elle sent une présence derrière elle. Elle se retourne et ce mec est juste là, collé à elle, et il est tellement près qu'elle recule d'un pas sans réfléchir, et là le gars lui dit qu'il trouve qu'elle gère bien les enfants, mais sa voix, Elena nous raconte qu'elle est extrêmement plate, dépourvue d'émotion, donc elle se contente d'un merci rapide et elle s'éloigne. À ce moment-là, elle comprend qu'elle a affaire à quelqu'un qui fait exprès, quelqu'un qui la met extrêmement mal à l'aise et qui visiblement joue avec ça. Ce soir-là, Elena revient dans sa chambre après avoir préparé le feu de camp. Elle ouvre la porte et elle remarque un truc qui la fige sur place. Son sac est déplacé et ses vêtements ne sont pas là où elle les avait laissés. Concrètement, il n'y a rien qui a disparu, mais l'ordre n'est plus du tout le même. Elle reste plantée là, dans le cadre de la porte, elle ne bouge plus, et immédiatement, elle pense à ce mec. Quand elle est partie faire les feux de camp, elle n'a pas fermé sa porte à clé, parce qu'elle s'est dit, ça prend que quelques minutes, donc c'est inutile. Elle pensait que c'était safe, sauf que visiblement pas. Probablement que ce gars est entré pendant qu'elle n'était pas là, et qu'il a fouillé dans ses affaires. Elena, elle respire un coup, elle essaye de garder la tête froide, mais elle nous explique qu'à ce moment-là, la peur, elle commence vraiment à s'installer. Le lendemain matin, dans la salle commune, lorsqu'elle entre à l'intérieur, le mec lui dit un bonjour. Elena, elle en a rien à foutre, elle ne le calcule pas, et ça a l'air de le mettre très en colère. En début de matinée, avant que l'activité du jour commence, Elena, elle regarde que tous les enfants aient bien leurs chaussures et qu'ils n'aient rien oublié, et quand elle est sûre que c'est bon, tout le petit groupe part pour une sortie en forêt. Ils marchent pendant un moment, les enfants rigolent, certains traînent des pieds, d'autres courent n'importe où. Donc Elena, elle garde un œil très attentif sur eux, elle essaye de rester concentrée, mais elle sent constamment le regard du moniteur qui est fixé sur elle. À un moment, il y a un des petits qui l'appelle parce qu'apparemment il a vu quelque chose de bizarre dans le sol. Ça ressemble à un caillou blanc assez arrondi, donc elle se baisse, elle regarde et elle lui dit écoute, si tu trouves ce caillou joli, déterre-le et embarque-le avec toi. Sauf que quand l'enfant déterre le caillou, il a l'air tout de suite beaucoup plus gros que prévu. Il continue encore, et à un moment, le cœur d'Elena, il s'arrête net. Elle comprend immédiatement que ce n'est pas un caillou. Elle n'a même pas besoin de regarder plus en détail ou même de le toucher parce qu'elle reconnaît la forme. C'est une putain de partie du haut d'un crâne humain. L'enfant, il n'a pas capté, donc il rigole et il demande à Elena si ce genre de pierre est rare. Et elle est tellement sous le choc qu'elle n'arrive même pas à sortir un mot. Elle lui dit simplement de rejoindre immédiatement les autres membres du groupe. Quand les enfants s'éloignent, Elena appelle le directeur du camp qui est à peine à quelques mètres. Il arrive, il regarde et lui aussi, il devient tout blanc en une fraction de seconde. Il appelle directement la police et il n'y a pas de discussion à avoir parce qu'il n'y a aucun doute. Cet objet blanc, ce n'est pas un caillou. C'est probablement un bout de crâne humain. Pendant que le directeur ramène les enfants à l'intérieur du camp, Elena reste là pour attendre la police. Elle regarde un peu autour d'elle et bizarrement, elle ne voit plus le moniteur. Et souvenez-vous, ce gars, de base, il est toujours collé à elle. Bon, d'un côté, elle se dit tant mieux parce qu'il vraiment me cassait les couilles. Et dans un moment comme ça, elle a tout sauf envie de voir ce mec. La police arrive très vite sur place, ils bouclent toute la zone et ils interrogent Elena. Elle leur explique qu'ils ont trouvé ce crâne pendant leur sortie avec les enfants. Là, il y a une équipe spécialisée qui arrive, qui déterre ce bout d'objet, cet objet blanc, ce bout de crâne. Et après quelques grossières analyses, il s'avère effectivement qu'il s'agit d'une partie d'un crâne. À partir de là, une dizaine de policiers se rendent à l'intérieur du bâtiment où se trouve le camp pour aller fouiller
toutes les pièces. Et peu de temps après, Elena, elle voit un agent qui sort de ce même bâtiment avec dans la main un vieux téléphone cassé qui est rempli de terre et il a un autocollant sur le dos. Bon, le policier s'avance vers le directeur du camp et lui dit que ce téléphone, ils savent exactement ce que c'est. Là, le directeur, il capte pas de quoi il parle. Et le policier lui dit, écoutez monsieur, il y a de nombreuses années, une des monitrices de ce camp n'est jamais rentrée. Elle n'a d'ailleurs jamais été retrouvée. Et Elena, elle est un petit peu loin, mais elle entend quand même ce qui se dit. Elle entend un détail qui va lui glacer le sang, c'est que ce téléphone, il a été retrouvé dans les affaires du moniteur chelou. Donc, il va devoir être amené à l'intérieur du bâtiment pour passer un interrogatoire. Elena, elle est complètement choquée et elle reste à l'extérieur. Elle tourne en rond, vraiment en se passant en boucle un scénario dans sa tête. Elle se dit que ce mec, mais en fait, peut-être que c'est un fou furieux, peut-être que c'est un tueur en série. Et après environ 1h30, à tourner comme ça en rond dans le jardin, un policier ressort du bâtiment et il s'approche à nouveau du directeur du camp. Elena, elle est quand même assez loin, elle n'entend pas vraiment. Elle distingue simplement des mots-clés comme aveu, accident. Et là, elle a l'impression qu'elle va complètement tomber dans les pommes. Elle se dit, mais je suis en train de vivre le scénario d'un vrai film d'horreur. Et mes amis, quand je vais vous dire ce qui s'est réellement passé, vous allez bader. Évidemment, cette découverte, ça a mis un terme à la colonie, tout le monde est rentré chez soi, que ce soit les enfants ou même les moniteurs. Et pendant l'enquête, ce mec, il a absolument tout avoué. Il a expliqué qu'il ne l'avait pas fait exprès, mais que malheureusement, il avait tué cette monitrice, qu'il a enterré son cadavre pas loin parce qu'il a complètement paniqué, et qu'il a gardé son putain de téléphone dans son sac, un peu comme un dernier souvenir très glauque. Elena, quand elle apprend ça, elle réalise que si un enfant n'avait pas vu ce morceau de crâne, peut-être que quelques heures après, c'est son propre crâne qui aurait fini sous terre. À partir de là, Elena nous raconte qu'elle a dû suivre des thérapies très très longues parce que cette histoire, elle l'a marquée à vie. Souvenez-vous, de base, elle voulait simplement passer un été joyeux, tranquille, à l'air libre, mais malheureusement, ça s'est transformé en un véritable film d'horreur. On ne sait pas exactement ce que ce gars est devenu, mais est-ce qu'on a envie de savoir? Je ne sais pas. J'imagine qu'il est derrière les barreaux et qu'il n'est pas prêt de ressortir. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, je dois vous avouer que je doute un peu de sa véracité. Je me suis dit qu'elle était cool à raconter, mais elle me paraît quand même un petit peu gros. Enfin, elle me paraît un petit peu tirée par les oreilles parce que, je sais pas, il y a quand même beaucoup de coïncidences. Après, peut-être que j'ai tort et que cette histoire s'est réellement passée. Dites-moi vous, ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je me suis dit que c'était une histoire sympa à raconter. Donc voilà, je vous propose de faire un petit entracte, allez chercher une boisson, un petit truc à grignoter, reposez-vous confortablement, et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Kelly. Kelly, c'est une fille de 18 ans qui bosse dans un marché couvert depuis tellement longtemps qu'elle a juste l'impression d'y avoir grandi. Elle y a même trouvé une sorte de petite famille parce que les collègues, c'est pas juste des collègues, c'est des gens qu'elle voit plus que sa propre famille, que ce soit sa mère, son père ou son frère, et ils se voient absolument tous les jours. Ça fait des années qu'elle travaille là et elle adore son boulot parce que déjà de 1, les journées passent très vite et de 2, elle s'entend extrêmement bien avec tout le monde. Kelly, elle nous explique que dans le marché, elle n'a pas tous les produits qui sont étalés parce que, vous vous en doutez bien, il y a du stock et ce stock, il se trouve dans une réserve. Cette réserve, elle se trouve dans le sous-sol du marché, donc en fait, pour y accéder, eh bien, il faut descendre des escaliers qui sont un petit peu plus loin et devant la porte, il y a une pancarte avec écrit « Interdit au public ». Kelly, à la base, elle menait une vie plutôt simple et normale jusqu'à il y a quelques semaines parce qu'elle nous raconte qu'un nouveau client s'est mis à venir acheter au marché, mais qu'il est un petit peu dérangeant. Au début, ça va. Kelly, elle se dit que c'est juste un nouveau client qui est habitué et qui aime bien venir chez eux. Mais petit à petit, ce mec commence à se comporter de façon très bizarre. C'est un gars qui a environ une quarantaine d'années, qui est assez poli, donc elle le sert normalement comme n'importe quel client. Elle discute même un peu avec lui parce qu'après tout c'est aussi son travail. Mais malheureusement, vu qu'elle a été sympa une fois avec lui, eh bien le gars, il a cru que c'était une invitation à parler encore plus et encore plus souvent. Alors que dans la tête de Kelly, elle fait simplement son taf, donc ce n'est pas du tout le cas. Elle nous raconte que ce client, il commence à dire des phrases qui la mettent très mal à l'aise. C'est pas des phrases méchantes en soi, mais c'est pas très approprié non plus. Par exemple, le gars lui lâche régulièrement cette phrase: « Oh cette fois-ci je vais acheter pour 2, comme ça vous êtes invité à venir manger à la maison. » À la fin, il y a un petit rire très bizarre, enfin, c'est le rire très glauque, un peu comme si c'était la blague du siècle, sauf qu'elle est nulle à chier. Donc Kelly, elle fait semblant de rire parce qu'elle veut pas créer non plus un malaise inutile et elle veut pas faire perdre un client au marché. Sauf que le mec, il commence à venir au marché de plus en plus souvent et à chaque fois, il fait d'autres remarques du même style comme s'il se connaissait depuis la nuit des temps. Kelly lui répond poliment, mais elle sent une gêne monter à chaque fois un peu plus. Et le pire, c'est que quand il vient au marché et que c'est un autre collègue de Kelly qui s'en occupe, eh bien il lui dit non, je préfère attendre parce que j'ai envie que ce soit madame qui me serve. Bon, Kelly, à partir de là, elle commence un peu à angoisser quand elle le voit parce que c'est bizarre et elle sait d'avance qu'il ne va pas la lâcher une seconde. Mais au début, elle garde ça pour elle. Elle n'en parle pas encore à ses collègues parce qu'elle ne veut pas faire d'histoire. Elle se dit que c'est peut-être un type bizarre comme il en existe des milliers. Mais le gars, il revient chaque semaine, parfois 2 ou 3 fois, toujours avec des petites phrases très gênantes et surtout
un comportement bizarre. Kelly, elle commence à comprendre que c'est pas juste de la maladresse, c'est quelqu'un qui est très insistant et de façon volontaire. Et elle nous explique qu'elle a déjà tout fait. Elle a essayé de parler de son mari à ce mec, parce qu'une fois, il lui a fait une remarque assez déplacée et elle lui a dit « Oh non, mon mari ne serait pas d'accord avec vous. » Donc elle essaye tant bien que mal de lui montrer qu'elle n'est pas intéressée par lui, qu'elle en a rien à foutre de sa vie, mais ça ne marche pas. Le mec s'en tape complètement et il continue de lui faire du rentre-dedans, comme si de rien n'était. Un matin, alors qu'elle prépare son stand et qu'elle met son tablier, elle voit le mec qui est là à attendre qu'elle ouvre, donc elle lui dit poliment « Malheureusement, on n'est pas encore ouvert, on n'ouvre que dans 20 minutes, donc allez faire d'autres courses en attendant. » Là, l'homme lui répond que non, qu'il va la regarder ouvrir son stand parce qu'il est sûr et certain qu'elle le fait très bien et il se place à peine quelques mètres d'elle, adossé au mur, en la fixant. Évidemment, inutile de vous préciser que Kelly, elle est ultra mal à l'aise et vu que c'est un endroit public, elle peut pas vraiment lui dire bah dégage. Bref, elle fait son travail, elle ouvre son stand comme si de rien n'était, mais franchement, c'est ultra gênant et elle nous dit qu'il y a quelque chose d'horrible dans le regard de ce mec. Il l'observe, il ne la lâche pas des yeux et il a la tête un peu penchée sur le côté, comme s'il faisait une grande analyse. Donc elle dépêche d'ouvrir le stand et elle lui dit « Bon, je vous sers quoi ?» Ce troubadour lui répond « Oh rien, t'inquiète pas, finalement... j'ai besoin de rien. » Kelly, elle se retient de lui mettre une patate parce qu'elle se dit qu'elle vient de se faire observer pendant presque une demi-heure pour qu'au final, le mec ne lui achète même pas un truc. Et ça, dans sa tête, ça lui montre que ce gars, il est très malsain. Elle lui dit gentiment « Écoutez, j'ai du travail, donc il faut que je continue. » Et l'homme lui dit qu'il repassera la voir pendant la journée. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne pense pas. Plus tard, dans l'après-midi, notre amie est en train de réarranger son stand quand elle le voit arriver au loin. Là, elle a la giga flemme que ce mec lui tape la discute. Donc, elle se tourne vers ses collègues et elle leur dit qu'elle ne veut plus le servir de la journée. Elle leur explique qu'il la met trop mal à l'aise et qu'il est beaucoup trop insistant avec elle. Et là, ses collègues, ils voient bien que depuis quelques semaines, ce mec, il va trop loin. Alors, ils disent « Ok, à partir de maintenant, dès qu'on le voit, c'est nous qui allons le prendre en charge. Et toi, pendant ce temps, Kelly, tu pars faire autre chose. » Mais évidemment, ça ne règle rien parce que l'homme trouve toujours un moyen de la coincer entre deux clients. Par exemple, il l'attend dans les différentes allées du marché parce qu'il sait bien que de temps en temps, elle va réarranger les stands, etc. Et il lui lâche des phrases du style « Oh, vous m'avez manqué, on dirait que vous me fuyez. » Et Kelly, forcément, elle sourit par politesse, mais ça commence à vraiment la faire paniquer. Et il y a un moment où elle comprend que ce gars, il a dépassé une limite. C'est un truc assez bête, mais pour elle, c'est une limite. C'est quand il se met à appeler sur le téléphone fixe de la boutique. Un jour, il y a le téléphone qui sonne, un collègue décroche, il dit deux phrases, puis il tourne la tête vers Kelly en disant « Kelly, c'est pour toi. » Notre amie, elle comprend pas trop au début, mais elle prend le téléphone et elle l'entend. Il lui dit qu'il veut passer une commande, sauf que c'est une commande dont ils ont déjà discuté la veille. Elle lui dit « Ah oui, je m'en souviens, j'ai tout noté, donc vous n'avez plus rien à faire. » Et là, le gars lui répond « Ah non, mais c'était juste pour voir si vous vous en souvenez, vous voyez. Puis, c'est aussi, je vous avoue, pour entendre votre jolie voix. » Bon, notre amie, elle répond, mais elle en a clairement pas envie. Et le comble, c'est qu'il finit par lui dire à la fin de l'appel qu'il annule la commande parce qu'il n'en a plus besoin, sans donner d'explication. Puis il raccroche. Ce samedi matin, Kelly est derrière le comptoir et dès qu'elle le voit, elle détourne le regard. Une de ses collègues voit la panique dans ses yeux, alors elle comprend directement. Elle lui dit tout fort pour qu'il entende qu'elle ne le servira pas et elle dit à Kelly « Kelly, descends dans la chambre froide s'il te plaît, va me chercher ce produit, j'en ai vraiment besoin en urgence. Je m'occupe de monsieur, t'inquiète pas. » Évidemment, Kelly, elle dit oui tout de suite parce qu'elle prend ça comme un sauvetage. Elle attrape les clés de la chambre froide et elle file vers l'escalier. Elle descend les marches deux par deux tellement vite qu'elle est à deux doigts de se péter la gueule. Elle est trop contente de pouvoir quitter le marché pendant quelques minutes pour souffler et en bas des escaliers, elle arrive devant la porte métallique de la chambre froide. Elle met la clé dans la serrure, elle ouvre et là, évidemment, il y a une vague d'air glacé qui lui saute au visage. Et vu qu'elle est partie un peu dans la précipitation, elle est en t-shirt, elle n'a pas de pull, donc il fait très froid. Mais bon, en même temps, elle va juste chercher un truc, donc ça pose pas de problème. Là, mes amis, je pense qu'on sait ce qui va se passer. Elle fait une faute extrêmement grave. C'est que vu qu'elle va juste chercher un produit et elle sait d'ailleurs où il se trouve dans la chambre, ça va prendre quelques secondes seulement. Elle laisse les clés sur la serrure. Dans la chambre froide, Kelly, elle marche entre les étagères. Elle cherche le produit que sa collègue lui a demandé, mais elle ne sait même plus exactement ce que c'est. À un moment, elle s'en souvient, elle continue de chercher. Une fois qu'elle a trouvé, elle se dit bon, je souffle un peu, je reprends mes esprits, je me prépare à remonter. Et au moment où elle tend la main pour attraper le produit sur l'étagère, quelque chose d'horrible se passe. La porte de la chambre froide se referme derrière elle. Kelly, elle entend un claquement très sec qui résonne, donc elle se retourne directement en pensant que c'est un collègue qui probablement lui fait une blague de merde. Mais ça, c'est plutôt pour se rassurer, parce qu'au fond d'elle, elle sait exactement de qui il s'agit. Elle va vers la porte, elle saisit la poignée, elle essaye de l'ouvrir et elle lui dit c'est bon, tu peux ouvrir, je suis juste descendu un peu pour éviter l'autre taré. Et là, elle entend une voix qu'elle n'aurait jamais dû entendre ici. C'est une voix qu'elle reconnaît immédiatement et surtout qui n'a rien à faire dans ce couloir. Et cette voix, elle lui répond « Attends,
c'est moi que tu traites de taré ?» À cet instant précis, Kelly, elle comprend très vite ce qui est en train de se passer. Ce fou furieux, après sa commande, il l'a suivie en bas, il est descendu derrière elle sans faire le moindre bruit, et il a probablement attendu qu'elle soit au fond de la chambre froide pour refermer la porte derrière elle et la verrouiller. Kelly ne parle plus, elle se fige parce qu'elle a l'impression que tout son sang se vide d'un coup, mais elle parvient quand même à trouver la force pour lui dire « Ouvrez-moi, c'était juste une blague, je parlais pas de vous, je parlais de quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, ouvrez la porte maintenant. » Mais là, le gars lui répond « J'ai bien compris que tu ne voulais plus me servir, je le vois depuis longtemps, et ça va te servir de punition. » Là, Kelly entend les bruits des clés qu'on retire de la serrure et des pas qui s'éloignent dans le couloir. À ce moment-là, notre amie est enfermée, lui, il remonte à l'étage sans que personne ne se doute de rien. Notre amie, elle tend la main vers la porte, elle tourne la poignée plusieurs fois, mais elle sent que ça s'ouvre pas. Et surtout, plus elle essaye, plus elle perd de l'énergie. Elle frappe dessus avec la paume de sa main, elle appelle ses collègues à l'aide, mais malheureusement, personne ne lui répond. En haut, en plus de ça, c'est un peu l'heure de pointe, ils sont en plein rush. C'est samedi, donc c'est le jour où il y a le plus de visites. Donc elle comprend très vite que tout le monde est probablement en train de servir des clients et que le cadet de leur souci, c'est la chambre froide. Ce silence, il lui fait comprendre que personne n'a vu ce mec descendre et personne sait qu'il l'a suivi. Donc, elle souffle un grand coup, elle se dit qu'il faut rester calme et qu'il va revenir, que peut-être il veut simplement lui faire peur et la punir quelques minutes, mais même elle ne croit pas une seule seconde à ce qu'elle s'imagine. À un moment, elle recule dans la pièce, il fait tellement froid qu'elle se frotte les bras et ça lui coupe presque la respiration. Mais elle se dit qu'elle va tenir, que quelqu'un aura besoin d'un produit qui se trouve dans la chambre dans pas longtemps et qui va venir la délivrer. Elle retourne devant la porte, elle frappe encore et encore en criant « Ouvrez-moi », mais malheureusement, il n'y a toujours rien. Là, elle essaye d'écouter à travers la porte sans trop coller son oreille par peur qu'elle reste collée. Et il y a un truc qui lui traverse l'esprit, c'est qu'elle se dit « Mais moi, je suis enfermée ici, je vais peut-être mourir ici. » Pendant que ce gars, il remonte tranquillement les escaliers, il va faire comme si de rien n'était. Il va même peut-être recroiser mes collègues et personne ne saura que je suis enfermée en bas. Kelly, elle est en t-shirt, je vous rappelle, et à un moment, elle se met à trembler tellement elle a froid. Elle essaye de se déplacer tant bien que mal dans la pièce pour créer de la chaleur. Et constamment, elle se dit « Ça va aller, calme-toi, quelqu'un va venir te sauver. » Et mes amis, pendant ce temps, le mec chelou, il fait un truc extrêmement vicieux. C'est qu'une fois qu'il est arrivé en haut des marches, il repasse devant les collègues de Kelly et il leur dit « Écoutez, j'ai croisé Kelly dehors, elle n'avait pas l'air très bien. Elle m'a dit qu'elle partait vite fait chez le médecin pour chercher quelques médicaments et elle m'a demandé de vous redonner les clés de la chambre froide. » Il pose les clés sur le comptoir et il se barre. Évidemment, personne descend vérifier parce que c'est l'heure du rush. Et quand t'as 15 clients devant toi, t'as pas forcément le temps d'aller voir la chambre froide. Et vu que le gars vient de leur donner les clés en disant qu'il a croisé Kelly, c'est bon. En bas, dans la chambre froide, Kelly finit par s'asseoir par terre parce que ses jambes n'arrivent plus à tenir. Elle garde son dos contre une étagère, elle ferme les yeux quelques secondes, mais dès qu'elle les rouvre, elle sent que sa tête commence à tourner et elle capte que clairement, elle est en hypothermie. Là, dans sa tête, elle commence à se dire qu'elle va rester là pour le restant de ses jours, ou du moins pendant tout le week-end et que ce sera assez pour la tuer. En plus de ça, demain, on est dimanche, le marché est fermé, et le lundi également, donc avant que quelqu'un la découvre, il y a au moins 72 heures. Il fait tellement froid que son esprit est brouillé, elle sait même plus combien de temps ça fait qu'elle est là. Et à un moment, ce qui devait arriver, arriva. Elle tombe dans les pommes. Elle n'est pas tout à fait inconsciente, mais voilà, elle commence un peu à partir dans les nuages. Et pendant ce temps, à l'étage, c'est toujours le rush. À un moment, il y a un client qui s'approche vers un de ses collègues et qui lui dit « Bonjour monsieur, j'aurais besoin de 5 kilos de carottes. » Pourquoi est-ce que je vous mentionne ces carottes ? Vous allez comprendre. Là, le collègue de Kelly, il voit bien qu'il n'en a pas assez sur le stand, donc, forcément, il se dit « Ne bougez pas, je vais aller chercher ce qu'il faut en bas. » Alors c'est pas en mode des carottes brutes complètes, c'est une préparation qu'ils font dans un pot qui doit être conservé au froid. Et mes amis, c'est ces foutues carottes qui vont sauver la vie de Kelly. Ce collègue, il descend, il met la clé dans la serrure de la porte, il l'ouvre. Évidemment, il y a la vague de froid qui le frappe. Et en entrant, il voit Kelly allongée par terre. Il lâche immédiatement ce qu'il a dans les mains, il se jette à genoux, il la secoue, il crie son nom, mais Kelly, elle peine à ouvrir les yeux. Elle essaye d'expliquer tant bien que mal, mais elle n'y arrive simplement pas. Et le collègue, il comprend immédiatement que s'il la laisse 30 secondes de plus, elle va canner. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il la tire légèrement en dehors de la pièce, il court en haut les escaliers pour avertir tous les collègues. Et surtout qu'il faut appeler les secours. Et en moins de 2 minutes, tout le marché est au courant. Il y a tous les commerçants qui s'approchent, ils demandent ce qui se passe, et vu la panique sur les visages des autres, ils comprennent très vite qu'il y a quelque chose de très grave qui vient de se passer. Les collègues essayent de réchauffer Kelly, et heureusement, les secours arrivent en quelques minutes seulement. Ils descendent les escaliers, ils la prennent en charge, et ils constatent évidemment une hypothermie sévère. Ils la mettent sur un brancard, il la couvre avec une couverture de survie et il la remonte à l'étage. Tout le monde est évidemment choqué de ce qui vient d'arriver à la jeune femme. Les collègues de Kelly, eux, ils ferment boutique directement. Et certains l'accompagnent même à l'hôpital et d'autres essayent de comprendre comment est-ce qu'ils ont pu passer à côté de ça. Autant vous dire qu'il y en a beaucoup qui s'en veulent énormément. À l'hôpital, Kelly reprend un peu des forces et elle raconte tout ce qui s'est passé. Là, les soignants, en entendant ça, ils appellent immédiatement la police pour qu'ils viennent la voir et
qu'il prenne sa déposition, et elle raconte absolument tout dans le moindre détail. Très vite, la police arrive à identifier cet homme, à l'arrêter, et l'enquête raconte qu'en gros il s'agit d'une séquestration aggravée avec mise en danger de la vie d'autrui, parce que dites-vous que ce mec, il a enfermé une jeune femme dans une pièce froide, en sachant pertinemment qu'elle allait mourir ici, et surtout ce troubadour, il est remonté pour dire à ses collègues qu'elle lui a demandé de remettre les clés, donc ce mec c'est un vicieux. Enfin, même vicieux pour moi c'est pas assez fort, c'est un fou furieux. Et je pense qu'on est tous d'accord pour avoir cette conclusion. La bonne nouvelle, c'est que ce mec a été foutu en prison, et par-dessus tout, Kelly s'est complètement rétablie. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux, mais même si cette histoire l'a traumatisée, elle n'a pas quitté son emploi. Par contre, la seule condition, c'est qu'elle ne retourne jamais seule dans la chambre froide. Et même plus globalement, elle ne retournera jamais dans cette pièce, que ce soit seule, à 2, à 4 ou à 15. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à vous raconter cette histoire et l'autre. C'est la première vidéo de 2026, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Rejoignez-moi sur Instagram. Moi je vous propose de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Encore tous mes vœux pour cette nouvelle année. Que la santé, le bonheur et l'épanouissement soient avec vous. Et moi, j'ai juste trop hâte d'évoluer à vos côtés. Voilà, je vous ai tout dit. Moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.